Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les 2 sessions parlementaires chinoises viennent de s'achever. Une nouvelle équipe dirigeante chinoise est en place. Quel sera, à votre avis, l'impact de ces mouvements politiques sur l'économie chinoise ? Je pense que tout ça sera positif pour la croissance, parce que c'est un choix qui, à la fois, a fait l'option de la stabilité. Li Keqiang, des gens d'expérience au pouvoir, plusieurs ministres, y compris les nouveaux, ont déjà de l'expérience. Et en même temps, c'est vraiment l'application des orientations du 19 congrès. 19e congrès est le 19e congrès qui a apporté un certain nombre de directives nouvelles. Donc c'est à la fois la continuité et le mouvement. C'est pour ça que ça me paraît, à la chinoise, équilibré, yin-yang. On sait que d'un côté, l'Union européenne a besoin des investissements chinois, mais d'un autre côté, des obstacles. Un certain nombre d'obstacles aux investissements chinois se sont multipliés dernièrement. Au nom de la sécurité, par exemple, comment expliquez-vous cette contradiction ? Je pense que l'Europe a été impressionnée par l'ampleur du projet Belt and Road Initiative, c'est-à-dire le projet des routes de la soie. Plus de 1000 milliards d'euros d'investissement. C'est-à-dire, si on compare au plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, qui était de 13 milliards, c'est-à-dire, si on actualise un petit peu, grosso modo 100 milliards, ça veut dire que les routes de la soie, c'est 10 fois plus que le plan Marshall. Et donc, il y a vraiment une puissance qui a un peu fait peur, qui a fait peur sur la toute-puissance de la Chine, sur la mondialisation à la chinoise, sur des nouvelles règles qui viendraient de Chine. Et donc, il faut apprivoiser tout cela pour expliquer que c'est une opportunité. Cette opportunité doit être discutée quand on fait des grandes infrastructures avec des routes ou avec des ponts, ou avec des trains, ou avec des ports, ou avec des voies de télécommunication, on discute de pays à pays. Il y a derrière le projet de route de la soie, je crois, une perspective de dialogue, et c'est ça que l'Europe doit saisir sans avoir peur. L'année 2018 marque les 40 ans de réforme et d'ouverture de la Chine. Quel est votre regard sur le développement de la Chine au cours des 40 dernières années, notamment depuis 5 ans? Et comment voyez-vous l'avenir de la Chine? Alors d'abord, je voudrais dire que Deng Xiaoping, quand il a créé cette dynamique de la réforme et de l'ouverture, ne savait pas que ça deviendrait un consensus mondial à un moment, car tous les pays ont besoin de réformes. En France, on a besoin de réformes, et notre président de la République mène des réformes. En Allemagne, il faut faire des réformes. En Angleterre, il faut faire des réformes. Mais en même temps, il faut être ouvert et ne pas se fermer. Et aujourd'hui, la France choisit, comme la Chine, cette perspective, ce que j'appelle le consensus de Deng, c'est-à-dire réforme et ouverture. On a besoin de l'ouverture, c'est pour ça qu'on n'aime pas les positions protectionnistes de M. Trump, et on n'aime pas les pays qui aujourd'hui ont tendance à s'enfermer derrière leurs frontières. Le développement passe par l'ouverture, passe par les échanges. Comme l'a souvent dit le président Xi Jinping, on ne réussit pas tout seul. Aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre les tensions, contre la dangerosité du monde, c'est la coopération. Et il faut coopérer, et la Chine a montré la voie de la coopération. Depuis 40 ans, la croissance est devenue très forte. On disait que la croissance serait un problème en Chine. Naturellement, la croissance a ralenti, mais l'atterrissage s'est fait de manière tout à fait satisfaisante pour l'ensemble du monde. La croissance en Chine est aujourd'hui le double de la croissance dans le reste du monde. On a besoin de la croissance. Et aujourd'hui, la Chine est à la fois le moteur de l'économie mondiale. C'est aussi le banquier, puisqu'une grande partie des réserves sont là-bas. Et donc, c'est un partenaire aujourd'hui qui doit travailler avec tout le monde. C'est pour ça que le choix que fait la Chine de l'organisation multilatérale, du dialogue avec tous, du soutien à l'ONU, du soutien à l'OMC,
du soutien à l'UNESCO. Ce choix multilatéral, c'est le choix du dialogue et c'est pour ça que la Chine aujourd'hui est un bon partenaire pour l'Europe, pour la France et pour les autres. Au cours des 5 dernières années, sous la présidence de Xi Jinping, quels sont les faits qui vous ont le plus marqué au niveau de la réforme ? Au niveau de la réforme, d'abord, c'est la nouvelle attitude internationale, le soutien à l'ONU. Donc, je disais par exemple l'engagement des soldats chinois dans les opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire cette orientation de la paix du monde, l'équilibre du monde, l'équilibre multipolaire, le choix de parler quelquefois même à des pays qui sont en tension. Je me souviens que le président Xi Jinping est allé en Arabie Saoudite et en Iran au plus fort de la crise entre les deux pays, c'est-à-dire un choix de paix, un choix qui est un choix multilatéral, très important. Deuxièmement, la recherche d'une nouvelle croissance, la croissance plus inclusive. Ça a été le 13e plan, ça a été aussi le soutien de la Chine aux accords de Paris et au changement climatique que nous proposons pour protéger notre planète. Et donc ce sont des sujets qui sont très importants. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel dans le rôle que joue la Chine, c'est que la Chine a accepté non seulement de faire entendre ses droits comme puissance mondiale, mais aussi d'assumer ses responsabilités. Au fond, la Chine est redevenue une nation de premier plan, ce qu'elle était jusqu'au XVIIIe siècle, et cette nation du premier plan, elle a des droits, mais elle assume aussi ses devoirs, et notamment de contribuer, comme premier devoir, à la paix du monde. On sait que l'année 2018 marque aussi le 15e anniversaire du partenariat stratégique entre la Chine et l'Europe. Tout d'abord, quelle analyse faites-vous des relations sino-européennes des 15 dernières années ? Ça pourrait être mieux. C'est pas mal. Il y a des progrès, mais peut mieux faire. Parce qu'au fond, on a quelquefois des débats qui sont un peu bloqués. Par exemple, on parle beaucoup du concept de réciprocité. Alors les Chinois disent on veut du gagnant-gagnant. Les Européens disent si j'ouvre mes marchés publics, il faut que tu ouvres aussi tes marchés publics. Nous disons, nous, que ce qu'il faut, c'est une coopération équilibrée, mais une coopération renforcée. On a besoin aujourd'hui de la Chine comme partenaire de grands projets, non seulement pour l'Europe. Je pense à un certain nombre de grands projets qui sont dans le plan Juncker. Une contribution chinoise à tout cela serait très significative. Mais aussi, je pense au développement du continent africain. Et au fond, aujourd'hui, l'Eurafrique, ce partenariat qui existe entre l'Europe et l'Afrique, peut être renforcé par un dialogue à trois, Europe, Chine, Afrique. C'est, je crois, une perspective nouvelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations sont satisfaisantes, mais qu'on peut faire mieux. Quel rôle la France, qui est une grande puissance de l'Union européenne, peut-elle jouer dans l'évolution des relations sino-européennes ? Je pense que la France doit montrer qu'elle est un exemple de confiance entre la Chine et l'Europe. La France, qui a célébré ses 60 ans de coopération depuis la déclaration du général de Gaulle, qui a montré dans de multiples projets qu'elle était capable, avec la Chine, d'aller très très loin. Je pense par exemple à la construction d'une centrale nucléaire au Royaume-Uni, par les Chinois et les Français réunis, c'est-à-dire la coopération en pays tiers, ce sont des sujets sur lesquels la France peut montrer l'exemple. Je crois qu'en ce qui concerne une amitié entre la Chine et la France, une amitié respectueuse des civilisations, respectueuse des cultures, respectueuse des identités et naturellement des préoccupations nationales de chacun des pays, je crois que la France peut montrer à l'Europe que le partenariat avec la Chine est un partenariat fertile. Naturellement, il faut que les choses soient équilibrées. C'est pour ça que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est félicité quand il était à Pékin, de la volonté de part et d'autre, du côté de M. Xi Jinping et des Chinois, du côté français de M. Macron et de notre communauté nationale, de choisir cette stratégie de la coopération équilibrée.
On apprend que Pékin va prendre des mesures pour faciliter les investissements étrangers. Par exemple, offrir un accès plus large à des secteurs tels que, je cite, les services financiers, les télécommunications, les services médicaux, l'éducation, les soins aux personnes âgées, sans oublier les véhicules à énergie nouvelle. Pensez-vous que ces mesures peuvent être appliquées avec efficacité? J'insiste sur le mot efficacité. Pourquoi? Parce que un certain nombre d'Européens déplorent souvent le manque d'ouverture du marché chinois. Je pense que les coopérations, en effet, doivent être efficaces. Nous en avons des exemples. Je parlais d'Hinkley Point et de l'énergie nucléaire. Je pourrais parler d'Airbus et la nouvelle usine de Tianjin. Je pourrais parler aussi de l'accord entre Dongfeng et PSA. Nous avons un grand nombre de partenariats très positifs. Donc je crois que cette ligne de coopération est la bonne ligne et c'est comme ça qu'il faut pouvoir poursuivre. De ce point de vue-là, la France peut aider l'Europe à comprendre que ce partenariat est très important. Je dois dire que ce qui me paraît pour les années à venir essentiel, c'est surtout que les deux jeunesses des deux pays travaillent ensemble en matière d'innovation et de recherche. Je crois que c'est une des priorités de la Chine et du président Xi Jinping. C'est aussi une priorité d'Emmanuel Macron. Je crois qu'en matière d'université, de centres de recherche, de pôles de compétitivité et d'une manière générale de jeunesse, il faut renforcer notre coopération pour penser l'avenir ensemble, pour préparer ensemble l'avenir. C'est ça le cap de notre coopération. Une question vient de me traverser l'esprit. Vous présidez la Fondation Prospective et Innovation. Quels sont les projets en cours que vous êtes en train de mener pour promouvoir les relations franco-chinoises de manière très concrète? Nous accompagnons beaucoup d'investisseurs chinois à réussir leurs investissements en France. Donc l'investissement, et je me réjouis des orientations nouvelles des autorités chinoises pour favoriser l'investissement en Europe, c'est le point très important qui a été évoqué par votre dernière question, mais aussi, je pense à ce grand rendez-vous du mois de novembre à Shanghai de la foire des importations où la France représentera beaucoup d'entreprises pour soutenir cette initiative et pour montrer combien le marché chinois est pour la France un marché très important. Donc il y a évidemment toujours en Europe des acteurs qui demandent plus d'efficacité. Je crois que ce grand rendez-vous de novembre sera une bonne occasion de montrer l'efficacité de l'ouverture. Et ma fondation va y participer. Comme nous allons participer au mois d'avril prochain au BOA au Forum, comme tous les ans. Je suis membre du conseil d'administration de ce grand événement et nous allons y participer avec une importante délégation française. Je me rendrai ensuite à Pékin, là, au titre de ma mission pour le gouvernement français des relations entre la Chine et la France. Puis, je retournerai en Chine pour une manifestation importante d'entreprises au mois de juin. Et au mois de juillet, je serai à nouveau à Shanghai où je vais développer un cours dans une très grande école de business en Chine qui s'appelle CEIBS et où je vais développer un cours sur le leadership. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.